Bonjour à toutes et à tous. Avons-nous toujours le meilleur public aujourd'hui à Boissy-Saint-Léger, au Val-de-Marne? Apparemment, ils sont chauds. Je vois ça. En tout cas, de votre côté, Sébastien, il n'y a rien qui a changé. Hein. Non, écoutez, il n'y a toujours rien qu'à repousser, quoi. En introduction, je laisse la place à Gabriel de l'association La Fabrique. Alors, bonjour Gabriel. Bonjour Gabriel. Bonjour. Alors, du coup, vous vouliez nous dire quelques mots sur La Fabrique? Pourquoi pas, c'est pas trop le but. Déjà, bien sûr, La Fabrique mène et porte ce projet depuis plus d'1 an et demi de memepappeurtv.com. C'est ça. Et ce que je voulais simplement, c'était de dire qu'on est sur la 2e saison de cette émission. Alors, il faut savoir que la première saison, était un projet porté par La Fabrique, mais aussi par le département de Seine-Saint-Denis, que l'on remercie infiniment. C'est aussi grâce au département qu'on a pu lancer ce projet. Et à la suite de la première saison, les bénévoles se sont réunis. On a pris une petite journée sympa. Et puis, tout le monde a dit, mais pourquoi on ne ferait pas une 2e saison en sachant qu'on n'avait aucun financement? Exactement. Donc la première saison, on avait du financement, on n'avait pas les moyens. Maintenant, on commence à avoir les moyens, on n'a plus de pognon. En gros, vous avez un petit peu résumé. C'est à peu près ça. Ça. Donc, à un moment donné, il y a des projets qui dépassent peut-être les histoires de budget. Donc, on a tous décidé, les bénévoles et l'équipe de La Fabrique, de relancer cette 2e saison, même si on ne sait pas si on aura des aides financières. Tout l'investissement, pour l'instant, c'est du bénévolat total. On a des personnes qui, bien sûr, cherchent des financements. C'est toujours une problématique qui est soulevée dès qu'on monte des émissions. Donc, on est toujours sur les mêmes soucis. Mais bon, c'est pas grave. L'intérêt de l'émission dépasse les histoires de budget et c'est pour ça qu'on souhaite une très belle 2e saison. On a plein de projets, on a plein de lieux potentiels et on a déjà plein de reportages dans la boîte. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Merci à vous deux, merci à tous les bénévoles. Merci Gabriel. Avec plaisir. Et puis, bonne émission. Merci. Juste pour terminer, pour conclure ce que disait Gabriel, on a créé une page Facebook, une page Instagram, c'est Même Pas Peur TV. N'hésitez pas à y aller, à liker, à partager. Plus on a de visibilité et plus on peut essayer d'aller chercher du financement. Donc n'hésitez pas surtout à aller sur ces 2 réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Même Pas Peur TV. Merci Gabriel. Sébastien, comme d'habitude, nous sommes dans un lieu original, emblématique, la serre Orchidée Vachereau et Le Couffle à Boissy-Saint-Léger. Exactement, et vous savez d'ailleurs que l'orchidée, ça représente la beauté, la sublime, la sensualité aussi. Ça y est, c'est parti. Attention mesdames et messieurs, Sébastien est en germination. Il va falloir gérer ça. Je comprends même pas le mot germination. Alors, de quoi vous me parlez, en fait, je sais pas. Mais en tout cas, la saison 2 va encore être à la hauteur de la saison 1, humour et décalé. Des nouveautés? Je vais être moins bavard. Non, c'est pas une nouveauté, c'est un miracle. D'ailleurs, pour cette 2e saison, nous allons donner un peu plus de place à vous, le public. Vous avez notre ami Hassen qui a le micro en lui, qui s'appelle Même Pas Peur Public. Levez la main, en tout cas moi non, mais vous oui. Et comme ça, vous pourrez interagir avec nous. Bonjour Hassen. Bonjour Linda, bonjour Seb. Je suis là pour vous. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à me solliciter. Je vous tendrai le micro. Et si vous avez des réactions, des questions, je vous donne le micro pour ça. Allez, sans plus attendre. Même Pas Peur TV. Saison 2. Émission 1. C'est aujourd'hui. C'est maintenant. Gérard, jingle. Pour nous présenter ce magnifique endroit, nous accueillons Colombe Le Couffle. Alors bonjour Colombe. Bonjour Colombe. Bonjour. Alors, où est-ce que nous sommes? Eh bien, nous sommes dans une énorme serre cathédrale en plein cœur de Boissy-Saint-Léger. C'est un endroit que je dirige depuis quelques années et je suis la 5e génération d'une famille à maintenir cette collection d'orchidées quand dans même, ce 5e lieu. génération. Voilà, 5e génération, ouais. Ok. Ouais. Ça, c'est impressionnant, ça. Et oui, ici, en fait, dans ma famille, on a fait beaucoup de recherches pour tout ce qui est hybridation, donc création de nouvelles orchidées, et puis ensuite du clonage, donc dans les générations précédentes. Et aujourd'hui, on est comme un conservatoire d'orchidées. On continue à faire des nouveaux hybrides, donc des créations, et on est ouvert au public pour la visite et l'achat de belles plantes, avec des conseils toujours. On propose aussi des orchidées en vente par correspondance, et on peut louer l'espace, un peu comme on peut installer, vous voyez, des infrastructures
structures comme notre plateau du jour. Et la première génération, de quoi est venue l'idée en fait de faire cette serre? C'est vrai qu'en 1886, quand l'entreprise a commencé, les orchidées n'existaient pas vraiment. Hein. Ouais. C'est des plantes qui traversaient les océans comme du bourrage dans des mâles, sur des bateaux. Et c'est mon arrière-arrière-grand-père, donc lui, qui était cultivateur d'œillets, c'est des plantes un peu Oui, plus les œillets. classiques, hein, qui a commencé à s'intéresser aux orchidées grâce à un collectionneur qui habitait un peu plus bas, au bord de la Marne, Ok. qui en avait quelques-unes. C'est excellent ça. Oui, c'est Et ça incroyable. fait 5 ans que ça dure. Et ça fait 140 ans que ça dure. Waouh, c'est fou quand même. Une belle Et histoire. du coup, la deuxième personne, c'est qui? Alors ici, on a une équipe de 5 personnes D'accord. et je travaille en étroite collaboration avec ma sœur. Ok. Et on a pris la suite donc de nos parents qui ont D'accord. tenu l'entreprise pendant plus de 30 ans. C'est une belle affaire familiale. C'est une belle histoire, effectivement. Tu me parlais tout à l'heure que tu avais trouvé une réciprocité entre les orchidées et l'handicap. Effectivement, oui, j'y ai pensé parce que en voyant le nom de la chaîne, je me suis dit la web TV de la différence. Pour moi, c'est un lien important avec les orchidées puisque finalement, les orchidées, comme certains le savent, elles poussent dans tous les pays du monde et du coup, en les cultivant ici, on s'est adapté à toute leur diversité et donc à toutes leurs Oui. différences. Et je trouve que le parallèle avec Complètement. cette chaîne est merveilleux. J'avoue que c'est un joli parallèle, ouais. Ouais. Merci beaucoup, Colombe. Merci. Merci Avec de nous plaisir. accueillir en tous les cas. Bienvenue. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Quelle est la dernière création? Les dernières créations qui sont en cours, en fait, c'est des plantes qui sont toutes petites et qui sont encore en terrine. Donc, c'est des plantes qui vont attendre encore 3 ou 4 ans avant de faire la première fleur. Donc, c'est-à-dire qu'elles sont en cours de maturation, mais pour l'instant, vous ne verrez pas les fleurs. Merci, Colombe. Dites-moi, Linda, ça sentirait pas un peu l'eucalyptus dans le coin, là? Bah, vous concernant, je dirais plutôt que ça sent le fauve. Ah, super. Ok, allez, j'ai compris. Gérard, jingle. J'avais 28 ans. J'étais directrice de colonie de vacances. Et j'avais pas percuté que les arbres, quand même, c'est violent. On vient d'assister à ton spectacle. Comment t'es venue cette idée? J'ai eu une formation de comédienne avant mon accident. J'étais directrice de colonie de vacances pour voyager en étant payée. Bref, je me suis faite écraser par un arbre. Je racontais mon histoire aux gens, ça faisait rigoler. Et mon entourage m'a dit « Ah, pourquoi tu t'en ferais pas un spectacle ?» Je me suis retournée vers François Zabowski qui donc écrit avec moi le spectacle. Ce dont je me rendais pas compte, c'est que justement ce que je raconte peut être vraiment dur. Et Eric à chaque fois me disait mais prends ton temps parce que tu te rends pas compte de ce que tu viens de balancer dans la gueule des gens là. J'ai envie de rebondir là-dessus parce qu'au début de ton spectacle, j'ai l'impression que les gens se retiennent ou savent pas trop. Et puis après, ça part. Non mais c'est important les arbres, les jeunes. Il faut respecter les arbres. T'es dynamique sur scène, le côté physique, c'est ce que tu recherchais? On s'est fait la réflexion et c'était beau de voir ce corps qui s'était pris un arbre, capable quand même de toute cette folie. Ici, on a l'impression que tout est fluide. Il y a plein de trucs qu'elle peut pas faire et c'est son énergie, c'est ce qu'elle propose. Après, nous, on adapte. Nous, on se posait la question de savoir, après un spectacle comme ça, si ça réveillait des douleurs. Donc pendant, non, j'ai pas mal. Après, un peu. Et c'est surtout quand je rentre à la maison et le lendemain, je suis là. Dans ton spectacle, tu étais habillée tout en noir, tu avais cette petite cape rouge, qui avait ton caddie qui était rouge. C'est très fashion, il y a plein de coloris, et tu peux avoir différents motifs, et des papillons, des fleurs, des arbres, tout ce que tu veux, hein. Pourquoi le rouge, pourquoi le noir? Déjà parce que chemise de bûcheronne, c'est le sous-titre de mon spectacle quand même. Et le noir, c'est un peu métaphorique, c'est qu'au départ, mon personnage est habillé en femme avec une jupe et au bout d'un moment, ben, elle n'est plus une femme. À partir du moment où cette saloperie d'eucalyptus m'est tombée dessus, j'ai cessé d'être une femme. J'étais devenue un tronc, un bloc de béton, un cas médical. Et du coup, ça devient très sobre. Il fallait que je trouve une combinaison, parce que j'ai ma ceinture lombaire. Il faut donc un truc, une pièce, mais sans fermeture éclair, sans bouton machin, parce que ça fait mal. Donc j'ai une espèce de combinaison de plongée là, que je peux pas enlever toute seule. Aujourd'hui, on va apprendre à aller chercher le soleil intérieur. J'ai l'impression que c'est tout autre chose pour toi, que tu l'as accepté. Ouais, j'ai accepté. Après, je vais pas mentir, c'est pas tous les jours facile, comme pour tout le monde. Mais je connais ma bonne vieille douleur. Quand elle est moindre, je suis là, bah elle est où? Et après, je suis là, oh, elle est revenue. Salut, vieille copine. Comment tu l'as vécu ça aussi, le fait de dire bah voilà, je vais devenir handicapée? J'étais très en colère, mais maintenant ça va. Il fallait que je franchisse une nouvelle étape. Il y a un joli mot pour ça, ça s'appelle la rééducation.
C'est une formation en alternance. 3 demi-journées par semaine pendant 1 an à l'hôpital. Sauf qu'à la fin, il n'y a pas de diplôme. J'ai été vite suivie à l'unité antidouleur. Je n'en parle pas dans le spectacle parce que c'est pas drôle, parce qu'ils ont fait du bon boulot. J'ai fait ma RQTH et cette année, j'ai la GFIP qui m'aide. Eric va pouvoir être salarié en tant qu'aidant. Et en plus, j'ai une aide au transport. Et ça, c'est des mois et des années de bataille parce que je rentre dans aucune case. On est en autoprod, on fait tout seul. Et c'est pour ça qu'on démarche. On essaye aussi de vendre le spectacle en entreprise comme action de sensibilisation au handicap invisible. Et tout ça nous permet de mettre des sous pour pouvoir faire le Festival d'Avignon ou une exploitation parisienne qui coûte de l'argent aussi puisque les spectacles ne sont pas achetés. Je vais continuer à parler de cette thématique parce que je ne l'ai pas dit pendant des années. Finalement, je trouve que c'est cool de libérer la parole et de dire ça existe. Et oui, je suis en situation de handicap invisible. Il y a des gens qui sont touchés et qui viennent me dire merci de pouvoir parler. J'arrivais pas à dire ce que moi je vivais. Merci, grâce à toi, c'était plus facile. Et puis après, il y a des gens qui viennent voir un spectacle rigolo. Ça sent l'eucalyptus. Je pense qu'il y a des adultes aujourd'hui qui sont traumatisés par les arbres parce que leur directrice de colonie de vacances s'est pris un arbre. Si tu étais en colo avec moi à ce moment-là, envoie-moi un message, j'aimerais bien savoir si tu es traumatisé par les arbres. J'avoue que ça c'est magnifique, c'est une très belle histoire ça. Effectivement, on a vraiment été touchés par son histoire. J'imagine. Nous arrivons au focus de notre émission. Focus, monsieur parle latin. Monsieur parle surtout ce que les auteurs lui ont écrit parce que bon. Je me disais bien, et donc, focus de notre émission sur un dispositif innovant et une équipe investie, la PIH. PIH, prothèse intermédiaire de l'hanche. Pas du tout. Plateforme de paiement des associations. Encore moins. Ça veut dire c'est la plateforme insertion et emploi. N'importe quoi. Emploi, ça s'écrit avec un E, pas avec un H. Bonjour le niveau. Hein. Ouais, tiens, vous savez quoi? Regardez. Gérard, jingle. On accompagne des personnes en situation de handicap invisible vers et dans l'emploi, c'est-à-dire qu'on les accompagne à la fois à trouver un emploi, mais également de les aider aider les salariés en maintien en emploi. C'est principalement des handicaps dits invisibles, donc des troubles psychiques ou des troubles du neurodéveloppement. Ils sont là pour co-construire la collaboration entre la personne en situation de handicap ou le salarié et l'employeur. Alors le terme coach vient du vieux français cocher. Le cocher, il sait quels sont les chemins à prendre pour arriver à la destination. C'est des globetrotters de l'insertion professionnelle. C'est qu'au final, on n'est pas des conseillers sachants et que quand on reçoit les gens, on est un peu à l'équilibre. Alors, j'en sais pas plus que la personne que je reçois, mais par contre, je connais peut-être les chemins pour aller là où elle veut aller. Et en tant que coordinatrice, je vais m'assurer qu'on applique bien le bon accompagnement, que tous les job coachs ont les moyens, en tout cas les informations nécessaires pour bien accompagner les bénéficiaires. L'accès à l'emploi se fait plus facilement parce que on a levé déjà des obstacles. La reprise du rythme, c'est quand même un des obstacles les plus difficiles dans la recherche d'emploi. On respecte, encore une fois, aussi bien les besoins de la personne que celles de l'entreprise. Et le levier pour nous, c'est la relation de confiance. Ça me permet de reprendre confiance en moi. Aussi un accompagnement assez proche. Ce qui m'a donné envie de faire partie du dispositif, c'est que le voir bien dans son travail, moi ça m'a forcément donné envie d'avoir la même chose. Je suis suivie pour une bipolarité de type 1 et ils m'ont beaucoup aidé à négocier le contrat avec la ville. Je prenais des anxiolytiques tous les matins pour aller travailler. Certains matins c'était très dur d'aller travailler, j'appelais Vanessa ou Ouda pour leur dire qu'est-ce que je fais, je suis en crise d'angoisse, en crise de panique, etc. Et donc, il ne peut pas y avoir une méthode d'accompagnement. Il y a autant d'accompagnement qu'il y a de singularité.
Je suis hyper content d'être à l'ESAT à Chenevière et avec du coup mon binôme Yacine qui m'explique un peu comment ça fonctionne et en particulier sur l'atelier ici du conditionnement aux sous-traitances. Ça consiste à accueillir les gens et expliquer comment on fait le travail d'un ESAT. Et en même temps, ils sont hyper efficaces. Quand je vois typiquement Yacine qui est polyvalent, on a pu faire beaucoup de tâches dans la journée. C'est d'avoir connaissance de ce monde que je ne connaissais pas justement. Tout ce que j'ai vu là, c'est de la bienveillance, quoi. Chaque personne se présente dans la façon dont elle a envie de se présenter. Et ce sont les entreprises qui viennent la rencontrer sur un stand. C'est comme un forum emploi, sauf que c'est vous qui êtes derrière le stand. Et nous, on essaye justement à chaque fois de proposer un panel suffisamment large d'actions, de petits pas, pour que la personne, petit à petit, réussisse à sortir de cette solitude, de cet enfermement. C'est vraiment de se mettre dans la peau d'une personne en situation de handicap en entreprise, ce qu'elles vivent, casser les codes et avoir une ouverture d'esprit donc sur le recrutement futur de personnes en situation de handicap pour faciliter leur intégration et leur parcours dans l'emploi. Là, tu avances un peu, là, tu es à la moitié. La carte mentale, ça permet vraiment d'organiser les idées, de simplifier des process ou même des notions qui peuvent être abstraites et qui deviennent tout de suite plus simples. On a 3 types de participants, les entreprises, employeurs, on a des partenaires, et puis des personnes directement concernées. Je crois que je vais me faire une Léonard de Vinci là. Ce sont des ateliers qui sont dérivés des techniques comportementales et cognitives. Concrètement, on va travailler sur des situations qui sont bien précises, qui ont souvent déjà été vécues par les gens. C'est des situations qu'on rencontre à peu près tous les jours. Et comment faire pour les gérer différemment. Quand on rencontre un problème, faut en parler, ou bien se poser, et pas répondre au tac au tac. On construit l'insertion dans le faire, dans l'expérimentation. Et il y a autre chose qui nous caractérise aussi, c'est l'apprentissage. C'est qu'en fait, on est tout le temps en train d'apprendre. Je vais travailler avec d'autres partenaires pour m'assurer que l'accompagnement est fluide. Je suis venue, moi, présenter une émission du service social de l'assurance maladie. Donc, ils sont venus en réunion sur le département pour présenter aussi l'émission, pour voir un peu comment on pouvait s'articuler, travailler ensemble. Et c'est important d'être tous ensemble autour de la table, avec la personne, pour justement aller dans le même sens. Je ne veux pas utiliser mon projet professionnel. J'ai envie d'utiliser le mot envie. Je me disais, je ne suis pas faite pour retravailler. Alors qu'aujourd'hui, avec le travail, avec le job coach, je peux dire, mais non, je suis capable de retravailler. Ce que j'attends du dispositif me redonne espoir. Créativité, ensemble. Soutien. Co-construction. Ouverture. Persévérance. Humanité. Sébastien, oui. Pour aller plus loin dans le débat, nous accueillons une partie de l'équipe de la PIH de Choisy-le-Roi. Sabine Lucot, Ouda Aboudou, Fernanda Contente. Alors parlez-nous de la PIH en fait. Qu'est-ce que vous faites exactement dans la PIH? Est-ce que les gens qui arrivent pour être bénéficiaires chez vous ont déjà un travail ou vous leur trouvez un travail? Comment ça se passe? Il y a deux possibilités. Soit ils sont à la recherche d'un emploi, donc ils nous sollicitent pour les accompagner vers l'emploi, soit ils sont déjà en emploi et ils nous sollicitent pour le maintien en emploi. Qu'est-ce qui peut poser des problèmes en fait quand ils sont déjà en emploi? C'est difficile de répondre à cette question. J'imagine parce qu'il y a autant de freins et qu'il y a autant de personnes accompagnées. Donc pour quelques exemples, ça peut être sur la fatigabilité,
le relationnel, Ok. le rythme de travail et d'organisation. Et vous, votre rôle, c'est de mettre des outils en place pour qu'ils puissent être maintenus dans leur travail. C'est un peu ça? En quelque sorte, c'est pour... en fait, c'est pareil, c'est assez variable puisque nous avons des personnes qui ne dévoilent pas forcément leur RQTH. Bien sûr. Donc là, on va travailler un petit peu ce qu'on appelle en sous-marin. Donc ça va être vraiment des interventions de job coaching, donc avec la personne, donc des rendez-vous soit sur notre plateforme, soit des rendez-vous à l'extérieur. En toute confidentialité. Toujours. Où la personne dévoile sa RQTH à l'employeur et il y a effectivement déjà des interactions faites avec soit il y a un référent handicap, une mission handicap au niveau des ressources humaines. En collaboration avec la médecine du travail, il y a déjà des aménagements et des choses qui sont proposées, mais ne souhaitent pas dévoiler, qui sont accompagnées par un job coach. Donc c'est pareil, nous travaillons également un petit peu sur des formes de job coaching. La personne peut nous solliciter, comme l'expliquait quelqu'un tout à l'heure le matin, j'ai des difficultés à aller travailler, je suis en une crise d'angoisse. Elle nous contacte et là, c'est effectivement, ça fait partie de nos missions, sans que l'employeur soit effectivement informé de notre présence. Ça veut dire qu'en fait, vous gérez aussi bien en distanciel qu'en présentiel avec les gens que vous accompagnez. Tout à fait. Pour les accompagner, du coup, j'imagine que chaque cas est différent, donc c'est de l'adaptabilité permanente en fait. Tout le temps. La troisième aussi situation où là, effectivement, l'employeur est informé et de la RQTH et de notre présence. Et là, la mission, c'est vraiment aussi d'aller sur place en entreprise, parfois d'avoir un rôle de médiateur pour le relationnel ou aussi de faire de la sensibilisation en équipe. On peut aussi intervenir à ce niveau-là ou du conseil en aménagement de poste. D'accord. Vous, si j'ai compris, vous accompagnez ces gens-là, en fait, c'est ça, c'est votre rôle. Comment vous vous adaptez aux personnes? Est-ce que vous arrivez à les cerner tout de suite ou il faut travailler longtemps avec elles? Comment ça se passe? En fait, on est dans un accompagnement individualisé et personnalisé. J'imagine, oui. Donc, ce qui veut dire qu'on les voit régulièrement. On a une intensité d'accompagnement qui peut être assez forte. On peut aller jusqu'à 12 heures d'accompagnement par mois, ce qui est intéressant et ce qui nous permet de créer une alliance de travail, une relation de confiance, puisqu'on se voit régulièrement, on apprend à voir comment la personne fonctionne, de quoi elle a besoin et comment on peut l'accompagner dans un environnement de travail bien précis. Et c'est de pouvoir aussi après faire le lien avec l'employeur quand c'est possible et quand c'est le choix de la personne aussi. Alors du coup, donc vous êtes la directrice en fait. Comment vous l'avez créée? C'est parti de quoi en fait cette idée? L'objectif, c'était vraiment de créer un pont entre le milieu protégé de travail et l'entreprise. Moi, à la base, je suis issue de l'entreprise privée. J'ai travaillé de nombreuses années dans le commerce. Et donc, l'objectif a été vraiment de créer cette passerelle, ce pont. Qui n'existait pas. Qui n'existe pas, puisque le premier constat que j'ai pu faire en intégrant la Fondation des Amis de l'Atelier, c'est qu'il y avait énormément d'actions, de dispositifs qui existaient au niveau médico-social, au niveau des ESAT notamment. Et beaucoup d'entreprises œuvraient et proposaient des formations, des sensibilisations, etc. au handicap, mais toujours en parallèle sans jamais se rencontrer. Et avec de part et d'autre des présupposés. Et donc vraiment mon premier objectif a été de faire rencontrer et de créer cette passerelle et vraiment co-construire le travailler ensemble de demain, puisque c'est vraiment être à l'écoute de l'autre et à l'écoute des besoins, essayer de construire une relation, une alliance de travail, une relation de confiance. Voilà, en intégrant à la fois les besoins de la personne et également ceux de l'entreprise pour créer un environnement capacitant. Ça fait combien de temps que ça existe maintenant, la PIH? 7 ans. Vous avez remarqué une différence en fait d'année en année par rapport à l'évolution, peut-être pas du handicap, mais en tout cas de l'employeur face à l'employé? Oui. Est-ce que le pont est fini? Alors le pont est construit. Voilà, maintenant il faut que la porte s'ouvre bien grand. Okay. Elle s'ouvre parfois dans certaines entreprises. Elle s'ouvre pas encore de manière pleine, c'est-à-dire qu'il va y avoir des petits pas, des petites actions de l'entreprise, une démarche. Il reste encore des portes fermées, c'est-à-dire vraiment où, ok, j'ai bien entendu, mais c'est le passage à l'action qui est parfois encore un peu compliqué. Et c'est pour ça qu'on organise, on l'a vu sur les reportages, énormément d'événements pour proposer des immersions, mises en œuvre, des immersions, des expériences
expériences concrètes pour construire à la fois avec l'entreprise, avec les personnes concernées et puis les experts en job coaching pour vraiment construire cette collaboration. Bon. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Mais oui, j'ai une personne ici qui elle a participé au projet. J'ai 29 ans, je suis en situation de handicap, avec un handicap sensible et cognitif. Et donc, je suis suivie auprès de la PIH depuis 2020. Ils ont vraiment une bienveillance, on se sent vraiment connecté. Et c'est rare d'avoir de la bienveillance dans d'autres domaines. Alors, quel genre de projet tu as participé ? Alors moi j'ai participé au projet Parcours.com et donc j'ai fait du cadrage vidéo, chose que je ne maîtrisais absolument pas. Et donc je me suis découvert une nouvelle facette, donc c'est en apprenant que je me suis fait confiance. Et du coup ça te plaît alors? Du coup c'est à refaire. Merci Mélinda. Merci beaucoup mesdames. Merci mesdames, merci. Alors Linda, figurez-vous que notre équipe a été intriguée par ce petit couple-là, Diane et Gabriel, qui sont tous les deux en situation de handicap d'ailleurs. Et pourquoi intrigués? On se demandait justement comment leur couple fonctionnait. Je vois. Vous avez un souci personnel, Sébastien. C'est ça, j'avoue. Vous vous demandez, si j'étais en couple avec une personne en situation de handicap, comment ça se passerait? Exactement. Après, vous savez, deux marabouts gris, ça en vaut une, donc ça passe. Sans commentaire. Demande-leur, ça sera plus simple. Allez-y, c'est parti. Alors moi je travaille pas, mais disons que peut-être que je vais me retrouver vers l'accueil ou alors vers le montage vidéo, enfin vers la création. Je suis à l'hôpital en tant qu'aide-soignant à l'assistance publique hospitalière de Paris. Dans un hôpital gériatrique. En fait, au moment où j'ai rencontré Caroline, enfin son ancienne job coach, moi je travaillais déjà à mon ancien travail au Standard. Ça me permet de reprendre confiance en moi. Mais c'est un accompagnement assez proche qu'on n'a pas forcément avec les services en dehors de la fondation. En fait, moi, ce qui m'a donné envie de faire partie du dispositif, c'est que le voir à travers le voir bien dans son travail, moi, ça m'a forcément donné envie d'avoir la même chose, parce que moi, ce que j'attends du dispositif, c'est j'attends qu'on me redonne espoir. Quand il est rentré à la plateforme, on n'était pas, il me semble qu'on n'était pas encore ensemble. Je ne sais plus, mais on n'était pas encore ensemble. La plateforme, j'étais chez mes parents encore. Oui, et je l'ai trouvé beaucoup plus épanoui depuis qu'il est rentré à la plateforme. Ah, pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident. En fait, ça demande beaucoup d'écoute de l'un et de l'autre. Et beaucoup d'empathie aussi. Ouais, t'étais beaucoup sur moi au début. Oui, j'étais beaucoup sur lui, c'est vrai que... Beaucoup de demandes. Elle me faisait plus de demandes et de reproches que de l'écoute en réel. C'était difficile pour moi à gérer, du coup, toute ma frustration, je la donnais sans le vouloir, je la donnais à Gabriel. Ouais, parce que j'avais beaucoup de mal à faire les choses à la maison. Déjà avec le travail et puis tout ça, j'avais beaucoup de mal mentalement à avoir la force de faire les choses. Même si je suis stabilisé par rapport à la dépression, ça joue encore. Donc c'est vrai que on a eu un passage pas évident. Oui. Vas-y. Tu parles pas là. Comment ça je peux pas? Si je parle. Je sais pas en fait, comme moi je travaille pas, du coup c'est un peu plus compliqué de se projeter nous deux. Donc oui c'est... Mais ça après ça fait partie aussi de notre handicap à nous deux. Ah oui, les difficultés à anticiper le futur. Ouais. Par contre moi étant éponge émotionnelle, j'ai respiré tout sans le mal-être. Ça a été compliqué. Moi, elle m'a soutenu à l'époque aussi, je dis pas le contraire. Je te soutiens aussi maintenant. Oui, je vais pas dire le contraire.
Non, avant on échangeait très peu, maintenant un peu plus. Bah oui, on est moins sur la confrontation. C'est bon, c'est pas faux. Moi je te laisse le dire, hein. Vas-y. Non, toi, moi je dirais mon mot après. Mais non, dis-le, je sais pas moi. Encore. Si je devais résumer le couple, je dirais persévérance. Ouais, soutien. Mais soutien aussi. Ils sont magnifiques. Diana et Gabriel, ils sont juste devant vous là. Applaudissez-les bien fort, ils sont devant. En tout cas, Gabriel, on est d'accord, au niveau de la dépression, avec une belle femme comme ça, c'est fini la dépression, on est d'accord? Bah ouais, tu m'étonnes. J'ai peut-être y aller dans votre agence, ça peut être pas mal. Hein. Assed, est-ce qu'il y a des questions dans le public? Alors, est-ce que vous pouvez nous faire une petite réaction? En fait, que j'ai à poser à Diana et Dimitri, en fait, parce que vous avez dit que c'était pas forcément facile au début. Avec persévérance, j'ai compris, soutien, mais c'est quoi votre secret du coup pour avoir, malgré votre situation de handicap, à créer cette relation? Déjà, c'est pas facile, et puis le mieux, je pense que c'est d'avoir son propre jardin secret et après s'adapter à l'autre. Ouais, c'est surtout apprendre à connaître l'autre personne, en fait. Puis ressentir, apprendre à pouvoir écouter l'autre et le ressenti, en fait, de l'autre. C'est vrai que c'est pas évident. Merci Gabriel. Merci Gabriel. Il y a quelqu'un d'autre qui veut réagir? Oui. Je suis en couple avec mon mari depuis 25 ans et j'ai été diagnostiquée bipolaire il y a 17 ans. Et je voulais dire que le soutien de mon mari est incroyable. C'est un rock, donc il a traversé des périodes très difficiles avec moi et il m'a soutenue. L'amour est toujours là. Il croit en moi et dans mes projets. On est devenus très complémentaires, c'est-à-dire que lui, c'est le côté très rationnel, et puis moi, c'est le côté un peu plus folklore, extravagant. Donc on a trouvé une belle complicité, un beau lien, et il m'incite tous les jours à me dépasser et à mener une vie la plus normale possible. Merci. C'est magnifique. Très beau témoignage. Merci, ouais, magnifique témoignage. Moi, c'est juste une petite remarque. C'était pour dire que ça donne bon espoir. Hein. Ah oui. Célibataire, mais... Bon, sinon, écoutez, comme dans chaque émission, hein, on a voulu sentir un petit peu le pouls de notre public. C'est notre micro-trottoir. Gérard, jingle. Handicapé, quoi, il y a cassé, il y a un handicap mental et un handicap physique. On a des mobilités réduites, quoi. Bon, handicap, ça veut dire que ce sont des gens qui ont des difficultés à se déplacer. Et puis, ils ont besoin d'aide, tout ça, voilà. Ils ont besoin d'aide déjà, en direct. Voilà. Quelqu'un qui n'est pas, il n'est pas à 100% de pratiquer certaines choses. Personne qui peut avoir une personne par une difficulté par rapport à nous. Ça m'évoque le mot maladie. Moi, c'est plus des personnes qui ont une gêne qui n'est pas voulue. handicapé, des jambes, des trucs comme ça, soit. Il y a des gens qui sont malades, comme moi, c'est intérieur, on ne voit pas visible. Oui, parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes mentaux, donc ils n'arrivent pas à réagir, soit dans le temps, soit ils réagissent mal, soit ils n'arrivent pas à prononcer correctement, soit ils pensent mal à l'envers. Dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, tout ce qui est 10. C'est vrai que ça ne se voit pas. Les 10, comme on dit dans nos écoles, absolument. Un handicapé mentaux, quoi. Quelqu'un qui ne parle pas, qui fait des gestes, voilà. Invisible moralement, mental, un peu. Malvoyant. La mucoviscidose, ma nièce a la mucoviscidose, handicap invisible. Ça peut être la trisomie 21, par exemple. Les autistes aussi. Autisme. On partage. Travailler ensemble, d'abord, là, les handicaps ne peuvent pas travailler avec vous parce que vous n'êtes pas un handicap, donc vous ne comprenez pas qu'est-ce que c'est que l'handicap. Solidarité. En groupe? Oui, direct. Un handicap, ça n'empêche pas de travailler en équipe. Collectif. Solidarité. Et compréhension.
C'est ça en fait moi que j'aime avec ce genre de reportage, c'est que quand on dit handicap à quelqu'un, on pense tout de suite qu'on est diminué, alors qu'en fait on est beaucoup plus fort que ce que les gens peuvent croire. Donc soyez fiers de votre handicap. Assel, une réaction dans le public? Oui, il y a quelqu'un dans le public qui veut réagir. C'est moi qui avais réalisé les micro-trottoirs avec l'aide de 3 personnes. Au début, je me suis dit, oh my god, pourquoi j'ai dit oui? Mais j'ai bien aimé. Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que ça a répondu à certaines de tes questions? Oui, en partie. En partir? Bon, à refaire alors. Oui. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? J'avais aussi participé au micro-trottoir. J'avais aussi fait l'ancien le parcours com organisé par la PIH, celui d'avant aussi. Et j'avais bien aimé le faire à plusieurs dans le trottoir avec des gens. Même si oui, forcément, quand tu évoques handicap à quelqu'un qui ne connaît pas, il va penser soit fauteuil roulant la plupart du temps. Alors, qu'est-ce que ça fait de te poser des questions à des gens? Tu vois leurs réactions, tu vois comment ils pensent. Tu as un avis sur le type de réaction qu'ils ont alors? C'était très positif quand même. Merci. Merci Dimitri. Sébastien, à Même pas peur TV, nous aimons le décalé et le pas de côté. Connaissez-vous la Cité des Sciences à la Villette? Bien sûr. Nous y avons rencontré les comédiens et les comédiennes du théâtre Cristal, totalement décalés, voire décalqués. Vas-y, balance Gérard, jingle. Allez, c'est parti. Et prends Angélique. Et puis restez bien dans la danse, vous restez bien comme d'habitude, bien concentrés les uns avec les autres, bien connectés. Dans le milieu du spectacle, le toy-toy, c'est pour se dire un merde juste avant d'aller sur scène, voilà. Il a fallu nous mettre derrière des vitres pour nous protéger des visiteurs. Une visite décalée, c'est un concept qu'on a inventé qui consiste à ce qu'on visite une exposition, mais l'idée c'est toujours qu'à la fois on parle bien de l'objet représenté, mais en même temps qu'on trouve des voies pour l'aborder d'une façon très différente et surtout pour amener à l'émotion. On a fait ça à Versailles, au musée d'art moderne, dans le Nord aussi, à Cateau-Cambrésis. Et les comédiens sont les comédiens du Théâtre du Cristal, qui sont des comédiens professionnels en situation de handicap. Parce que ça c'est notre particularité, nous sommes des comédiens psychiques. Je préfère vous prévenir, la mission dure 2 ans et 9 mois. Toujours partant? Disons qu'il y a différents statuts, il y en a qui sont membres d'un ESAT. Je dépends de l'ESAT de Comédien Parisis. On a des rémunérations qui sont données par l'ESAT. Et des gens qui viennent nous voir sur un spectacle particulier et eux ils jouent notre lâche et les cachets qu'on leur donne. Il y a des intervenants qui viennent, alors on est en formation continue. Je suis les comédiens du Théâtre de Cristal depuis plusieurs années en tant qu'intervenante danseuse et chorégraphe. La formule qu'on a trouvée, c'est accompagnant artistique et éducatif. Donc du coup, les accompagner au mieux dans leur métier. Et ce sont des comédiens qui sont en situation de handicap et qui ont besoin d'un accompagnement particulier selon les personnes. Ariane 6, la Benjamine, et Ariane 5, la cadette. Quand on joue, il faut absolument qu'on trouve le moyen de pouvoir faire que ça n'existe pas, quoi. En fait, j'utilise la part positive de mon handicap. J'essaie de mettre la négativité de côté. Embrassez vos proches et vos mioches. J'essaye surtout de l'effacer petit à petit. Parce que j'ai toujours envie de dire ok, je l'ai. En fait, ma cocotte, mon coco handicap ou je ne sais quoi, tu vas pas gagner en fait. C'est moi qui vais gagner. Ça va passer au-dessus. Oui, il faut faire avec la pensée qui vient m'embêter. Mais c'est vrai quand même que c'est plus en répétition que ça m'arrive que devant le public. Je suis dans l'instant, du coup, j'ai peut-être plus le temps de regarder ce que je fais ou je sais pas quoi, oui. Ça arrive qu'il y ait des coups de gueule, quoi. Mais sinon, vendredi, vraiment j'ai bloqué sur mon texte. Ils sont tous venus vers moi, ils m'ont soutenu tous, quoi. Ça m'a fait plaisir parce que j'ai vu qu'on était ensemble. Ça m'a aidé aussi, ça. Je déteste ce mot, personne en situation de handicap. Oui, d'accord, on est en situation de handicap, mais c'est pas ça qui définit la personne. Pour nous-mêmes, nous, on est des comédiens à part entière, mais peut-être que pour l'extérieur, on ne nous voit pas encore tout à fait comme ça. Mais je crois qu'on ne peut pas sous-estimer aussi
les capacités des personnes en situation de handicap que nous sommes. Quand ils viennent sur le plateau, on leur demande pas d'être des personnes en situation de handicap, on leur demande d'être des comédiens et comédiennes. La force qu'ils ont, c'est qu'ils s'en servent sans le savoir pour sublimer un rôle. Aujourd'hui où les choses sont beaucoup plus mêlées, ce qui est intéressant, c'est que le public ne sait jamais qui est qui. Et je trouve que ça me paraît en soi déjà un truc intéressant, quoi. Oui, c'est un moteur quand même, oui. Et aujourd'hui, ce que j'essaye de faire, c'est plus de faire mal à mon corps, mais de me reconstruire, de réparer les deux. Et c'est pour ça que la danse, ça m'aide à apprécier mon corps, à me voir tel que je suis. Ça m'a permis de tenir debout et c'est ce qui me fait me lever tous les jours. Parce que sinon, je ne vois pas pourquoi je me lèverais. Et c'est pour ça de faire des visites décalées, moi ça me fait du bien parce que comme ça casse un peu en disant « Ah bah elle est handicapée ». Non, ça casse. Puis on a le plaisir d'écrire nos textes et de les dire, de les faire entendre. Et moi je trouve ça absolument formidable, ces visites décalées. Le Théâtre de Cristal qui font aussi partie de l'agence Cristal. Ils sont sur Instagram, n'hésitez pas à les suivre, c'est passionnant ce qu'ils font. Merci de Sébastien. Vous vous souvenez de Marjolaine ? Eh bien oui. L'eucalyptus dans la tronche. Ouais. Moi je me souviens surtout de l'odeur du fauve, mais bon. Eh bien, Marjolaine Potlitzer inaugure une nouvelle rubrique, le billet d'humour. Elle a laissé un message. Allez, on regarde ça. Salut. Bon, pour ma toute première chronique, le thème du jour, comment faire pour intéresser un employeur quand on est handicapé ? Vaste question. Bon, je sais pas si je suis la mieux placée pour vous répondre parce que je suis comédienne et je fais donc partie des non-essentiels, celles et ceux qui n'ont pas un vrai métier. Mais bon, je me lance. Un arbre m'est tombé dessus il y a quelques années, du coup j'ai la RQTH, reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Le sésame, vous allez me dire ? Mais que nenni, dans le milieu du show business, on s'en fout de la RQTH. Le milieu du show business, c'est le seul milieu où on fait de la discrimination à l'embauche directement dans les annonces. Recherche homme caucasien de plus de 45 ans, mesurant plus d'1m95. Recherche femme afghane, noire, ayant une sœur jumelle. C'est jamais recherche une femme de plus de 32 ans qui a le dos pété et qui s'est pris un arbre. Pas plus tard qu'hier, un producteur de série a dit... Pour le rôle de ce mec-là, en fauteuil roulant, comme il a une belle évolution émotionnelle, on a préféré prendre un vrai comédien. Bouh ! Mais comme si on pouvait pas être handicapé et doué pour ce métier ! Non mais ça va pas ! En vrai, mon handicap à moi, il est invisible. Alors, j'ai deux solutions. Soit je dis rien et j'accepte ce job de bûcheronne à mi-temps et au bout de 2 secondes, je me pète le dos et je finis aux urgences. Soit je le dis tout de suite. Écoute, j'ai la RQTH. Écoutez, pardon, on se vous voit pas. J'ai la RQTH, mais je ramène mon autre paire de jambes, subventionné par la société, mon aidant, qui me connaît déjà très bien et à qui j'ai pas besoin de réexpliquer pour la 8 millième fois. Oui, j'ai le dos pété et j'ai la jambe qui flanche et j'ai des douleurs chroniques qui entraînent des fatigues chroniques, qui entraînent des douleurs chroniques et je douille. Et quand l'adrénaline retombe, ça fait place à la fatigue et ma jambe gauche, des fois, elle devient autonome, elle obéit plus à mon cerveau. Allô, jambe gauche ? Oui, c'est le cerveau. Ben, vous êtes où ? Ah, vous êtes en RTT ? Vous revenez quand ? Mardi ? Parfait. Ça, mon aidant subventionné, il le sait déjà très bien. Et l'employeur n'a plus qu'à signer. Et là, il est content, l'employeur. Et en plus, il est inclusif, l'employeur. Il emploie des handis, l'employeur. Il va pouvoir se la péter à la prochaine réunion des employeurs, l'employeur. Moi, ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai engagé une handicapée. Et en plus, ça me coûte rien, en plus. Au pire, vous la jouez sur la corde sensible. Vous n'allez quand même pas laisser une handicapée toute seule comme ça, sans travail, alors qu'elle a les compétences pour ce poste. Ça va vraiment faire moche sur les réseaux sociaux quand je vais balancer les TikTok de vous qui me dites non. Et puis quand on y pense, les employeurs, c'est des gens comme vous et moi. Si ça se trouve, la personne que vous avez en face de vous, elle est bipolaire ou elle a une stomie, une poche à pipi ou à caca. Il faut toujours se dire que nous, on a besoin d'eux, mais eux aussi, ils ont besoin de nous. Quand une entreprise emploie 20 salariés en plus, elle est obligée d'engager 6% de RQTH minimum. Sinon, elle paie une grosse amende, l'entreprise. Et cet argument, l'employeur, il le comprend très bien. Money, money, money. De plus en plus d'entreprises désignent des référents handicap. Et ils sont nos alliés pour faire valoir nos droits. Alors, mon conseil, montrez-vous. Valorisez ce dont vous êtes capable et pas l'inverse. Comme n'importe quel humain qui passe un entretien d'embauche.
On va pas dire qu'on sait pas faire de la flûte à bec alors qu'on passe un entretien pour être bibliothécaire. On a tous une place à prendre dans ce monde qui va trop vite. Et les choses changent. Handi ou pas, on est toutes et tous uniques. Et on vaut le coup. Il y a des questions, Hassan? Ouais, j'ai une question ici dans le public. Alors, tu as une expérience avec un employeur? Tu voulais nous raconter ça? Plusieurs. Très rapidement, 15 ans d'expérience, dont un poste de directrice commerciale en ESN. Et très récemment, donc, j'ai été mise au placard parce que je suis en situation de handicap et je dois rester à domicile la plupart du temps. Et apparemment, je suis inemployable parce que je ne peux pas bouger alors que tout se fait donc en télétravail de manière générale. Et alors, comment tu as vécu ça? Oh bah du coup, je fais autre chose. Je fais du bénévolat où je lutte pour l'emploi des personnes en situation de handicap ou pour trouver des financements pour ceux qui font ça. Hein, voilà. Merci. Merci Laura. Alors, ma chère Linda, une orchidée parmi les orchidées. Un compliment dans votre bouche, je me méfie. Votre copine vous a viré? Pas du tout. Vous cherchez un appart? Encore moins, quoique, ça peut se négocier. Bon, sinon, est-ce qu'on ne se ferait pas une petite bouffée d'oxygène? Je devine laquelle à votre image. Eh bien, bien sûr, on va se faire le bêtisier. Gérard, jingle. Encore. Est-ce que le magnéto est branché? Rajoutez pas une couche. C'est parti. Vous pouvez vérifier 2 fois. T'es stressé au niveau de la main. Cool. Ouais, décontracte-toi. Alors, vas-y, décontracte. Voilà. Je prenais la télécommande comme micro et je chantais dans mon salon dès que mes parents étaient sortis. Tu veux un coussin, c'est vrai que tu parais tout petit. Bah ouais. Tu fais mesquine comme ça. Si ça passe. Ouais, c'est pas grave. Ah bah c'est De toute façon, c'est une émission pour les femmes. Hein. Que les hommes soient en dessous, c'est bien. Moi j'ai dit, je peux mettre une perruque, pas de soucis. Alors, prénom. Alors, je m'appelle Jérôme. Vous faisiez quoi dans la vie? T'es pas en situation de handicap, mis à part le fait. Moi, je suis. Mis à part le fait que t'es frisé, y a pas de handicap. On coupe ça ou? Bah moi, le matin, je mange des pruneaux de vagin. Au lieu d'agin, j'ai du vagin. Mais génial, ça. Il m'arrive tout le temps des bugs monumentaux. Et c'est censé passer où ce machin? Bon bah écoutez les amis, l'émission touche à sa fin, ça y est. D'ici quelques semaines, vous allez pouvoir retrouver donc l'intégralité de l'émission sur memespapeurtv.com. N'hésitez pas aussi, Instagram, memespapeurtv, Facebook, faites-nous de la visibilité. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Diana qui veut me poser une question. Non, mais Moi, je voulais dire un merci au job coach parce que grâce à eux, je suis en train de me libérer et je suis en train de trouver ma meilleure version de moi-même, donc je voulais juste dire merci. Voilà. Gabrielle, merci infiniment pour ces 2 mois de travail acharné. Et merci aussi infiniment à tous les candidats qui se sont impliqués et les job coachs aussi. Voilà. Et puisqu'on est dans les remerciements, oui. Bien justement, c'est le moment des remerciements. Et alors bien sûr, on va oublier plein de monde, désolé pour ça. Donc la PIH, plateforme d'insertion emploi et toutes ses équipes. Le groupe du parcours Com. La fondation des Amis et de l'Atelier. Les AT de Chenevière-sur-Marne. La société Lavazza Carte Noire. Diana et Gabriel. Marjolaine Plotitzer et Eric Desportes. L'agence locale d'insertion de Duny, Le Bourget, Le Blanc-Ménil, qui nous accueille tous les jours chaleureusement dans leurs locaux pour notre comité de rédaction. Merci à eux. Et une spéciale dédicace à la serre Orchidée Vachereau et Le Couffle de Boissy-Saint-Léger. Merci à Colombe Le Couffle et toute son équipe. Merci de nous accueillir aujourd'hui. Allez, c'est la fin. Bravo à toute l'équipe de bénévoles et la fabrique. Même pas peur TV, saison 2, émission 1, c'est fini. À très vite, portez-vous bien. Et face au handicap, même pas peur. Gérard, jingle, merci à tous.